Bonjour à vous guerrières et guerriers, et bienvenue dans ma salle d'armes. Sur cette chaîne, je vous ai souvent parlé des tournois, des pas d'armes, en prise d'armes et autres événements festifs, et on peut dire un peu sportifs, autour de la chevalerie. On a eu l'occasion d'en parler pas mal, notamment sur ma vidéo qui comparait les spectacles des gladiateurs antiques au tournoi des chevaliers de la fin du Moyen-Âge. Je me suis donc souvent concentré sur cette période, c'est-à-dire entre le XIVe et le XVIe siècle. Tout simplement parce que c'est une période que j'étudie beaucoup plus pour ma pratique personnelle des AMHE. Aujourd'hui, on va encore parler bagarre et chevalerie, mais pour changer un peu, on va se concentrer sur une période plus ancienne, le XIIe siècle. Et pour ce faire, nous allons faire une étude comparative entre ce que l'on sait de la réalité des tournois de cette époque et la toute nouvelle bande dessinée des éditions d'Argo qui est sortie le 26 mai, Tête de chien. Et non, je ne vous insulte pas, c'est le nom de la BD. Tête de chien. Tête de chien est une bande dessinée sortie le 26 mai 2023. Nous avons 3 créateurs à l'œuvre, Vincent Brujas, auteur et scénariste, Ronan Toulois, auteur, dessinateur, et enfin Johan Guillot, auteur et coloriste. Notre histoire se déroule au XIIe siècle en France. Les deux héros, Jocelyn et Jeanne, sont 2 chevaliers errants allant de tournoi en tournoi pour se faire de la thune et un nom. Le premier, Jocelyn, est un jeune et noble chevalier rêvant de gloire, essayant de suivre au mieux les codes de la chevalerie et souhaite principalement se distinguer en tournoi. La deuxième, Jeanne, est une femme qui se présente comme un chevalier, profitant de tout le barda de leur équipement pour cacher son genre aux yeux de tous. Ses motivations sont un peu moins claires que son compagnon, mais on comprend que, outre le fait que ce soit son gagne-pain, elle est avant tout à la recherche du plaisir que lui offrent ses affrontements, tout en essayant de prouver à elle-même et aux autres qu'elle a totalement sa place dans ce monde et qu'elle est un chevalier, comme elle le dit plusieurs fois. La BD se construit un peu à la manière d'un shonen japonais, avec des tournois et des ennemis un peu plus atypiques que la réalité, pour donner un côté épique aux affrontements de nos 2 héros. Cette bande dessinée, elle est vraiment cool, j'ai particulièrement apprécié la lire, avec une histoire au demeurant simple, mais qui nous fera nous interroger sur des thématiques comme l'amitié, la place d'une femme dans un monde dit d'hommes, et aussi, évidemment, qu'est-ce que c'est qu'être un chevalier? Et vous verrez que l'histoire vous fera bien comprendre que, comme beaucoup d'autres sujets, il n'y a pas qu'une définition de la chevalerie, et que c'est un sujet bien plus complexe qu'il n'y paraît. Vous l'aurez compris, l'histoire tourne autour des tournois. Nous allons donc voir comment ils sont présentés dans Tête de chien. Et non, je ne vous insulte toujours pas. Les tournois se déroulent dans des lieux assez codifiés, des champs aménagés spécifiquement pour l'événement. Les combattants se rencontrent dans de grandes listes de combat, et tout s'effectue à dos de canasson, armés d'épées et de boucliers de type écu. Chaque cavalier doit désarçonner ses différents adversaires lors d'affrontements en équipe. Une fois un chevalier désarçonné, l'auteur de sa chute réclame une rançon, et de ce que j'en comprends dans la BD, le perdant choisit ce qu'il doit payer, que ce soit en argent ou en objets ou équipements, en fonction de ses moyens. Les équipes sont formées selon s'ils sont directement représentants des comtés qui participent, et après, les chevaliers ne faisant partie d'aucun des 2 comtés qui s'opposent s'inscrivent en fonction de leurs préférences, et aussi là où il y a de la place. Dans le cadre de notre histoire, les 2 comtés qui s'affrontent lors du gros tournoi du premier tome sont l'Host du comté de Dreux, représentant du roi des Francs, contre les organisateurs du tournoi, l'Host du comté de Joigny. Déjà, il faut savoir que d'après l'historien Richard Barber, l'on pourrait attribuer l'origine des tournois au chevalier Geoffroy de Preuilly au début du XIe siècle, en prenant pour base les différents entraînements déjà mis en place à l'époque par les chevaliers, mais en y apportant beaucoup plus de codes et de règles. Le phénomène se serait alors étendu dans la France septentrionale, puis après l'Occident chrétien on va dire. Mais une autre hypothèse veut que l'origine se trouve du côté des sambelles du Xe siècle. Et pour vous la faire courte, bon, les sambelles ça n'a rien à voir avec un instrument de musique. En fait, c'était des organisations d'affrontements entre 2 groupes de chevaliers dans des espaces ouverts sans vraiment de limite définie. Genre dans des champs, des plaines, voire des vignobles. Comme ça c'était pratique pour pouvoir faire la 3e mi-temps juste après. D'après ce que l'on sait, les champions de chaque équipe commençaient à s'affronter à la lance. Et ensuite, le reste des copains s'engagent dans la mêlée. Le but était alors de capturer le capitaine adverse pour gagner une belle rançon. On commence donc déjà à trouver cette notion de rançon comme dans la BD. Mais a priori, les critères de sécurité étaient pas cool et c'était pas rare que des chevaliers passent l'arme à gauche. C'était à la limite d'une vraie bataille en fait. Bref, quoi qu'il en soit, une habitude de rencontre amicale des chevaliers à la fin du 1er millénaire est certainement à l'origine des premières formes de tournois à la fin du XIe siècle. Et ces tournois sont très vite devenus des événements récurrents, voire même très récurrents. Dans le livre en vers écrit au XIIIe siècle, l'histoire de Guillaume de Maréchal,
On nous explique qu'il se déroulait 2 tournois par mois dans le nord de la France à la fin du XIIe siècle. Donc les chevaliers avaient a priori de quoi s'amuser, alors l'écart entre les 2 tournois que l'on voit dans le tome 1 de Tête de Chien, eh bah a priori il est tout à fait réaliste. Bon, pour ce qu'il en est de l'organisation lui-même des tournois, faut avouer que niveau source, c'est un petit peu le bordel. Et ben il faut bien savoir ce qu'on est en train de lire. En effet, il a été assez compliqué au début pour les historiens de distinguer ce qui relève vraiment de témoignages historiques et ce qui relève de la littérature médiévale qui, fatalement, enjolive un petit peu les événements. Mais on trouve quand même pas mal de concordance entre les deux types de sources, ce qui amène à penser que c'était certainement le cas, parce que même la littérature médiévale se repose sur des réalités historiques pour poser leur histoire. Ce qui est a priori sûr, c'est que les 2 équipes de chevaliers rentraient bien à cheval dans la lice, avec aume, aubert et écu, armés de lances et d'épées. Déjà on est pas mal par rapport à la BD, à l'exception que dans la BD on ne voit pas du tout de lance. Mais d'une part, les créateurs de la BD ont préféré en garder sous le sabot et réserver des combats de lance pour les prochains tomes. Et d'autre part, c'est vrai qu'à chaque fois dans Tête de Chien, on arrive au moment du tournoi, on n'est jamais au début, donc on peut supposer que les lances ont déjà été utilisées et qu'elles sont brisées, et que du coup les chevaliers passent vraiment à la castagne quoi. Et en dehors des épées, on voit aussi des chevaliers utiliser des masses d'armes et des haches, et a priori c'est attesté dans les sources que j'ai pu lire, donc pour l'instant, on n'est pas trop mal. Hein. Après le problème des récits, que ce soit d'ailleurs la littérature médiévale ou les témoignages, c'est qu'il y a très peu de descriptions martiales. Si ce n'est que, et je cite, « Les lances se brisent comme du verre, et les masses et les épées frappent la tête et les bras ». Voilà, on n'a pas non plus grand chose à se mettre sous la dent quoi. Et même souvent, les auteurs médiévaux ne s'embarrassent même pas à décrire l'arme qui est utilisée. Certainement parce qu'à l'époque, ça paraissait évident de savoir quelle arme utilisait le mec. Quoi qu'il en soit, à la période de la BD, les chevaliers utilisaient leurs véritables armes pour faire les tournois. Ce n'est que plus tard qu'on a commencé à utiliser des armes sécurisées, avec la pointe et les tranchants émoussés. Et là où la BD voit aussi juste, c'est que les chevaliers se divisent bien en 2 équipes. Soit elles étaient, à l'image de Tête de Chien, divisées entre ceux de l'intérieur, donc les locaux du lieu du tournoi si vous voulez, et l'extérieur. Soit c'était différents groupes qui se mettaient d'accord en amont pour former les équipes, j'imagine en fonction des affinités entre les seigneurs. Dans l'histoire de Guillaume de Maréchal, de nombreux groupes d'horizons très différentes se regroupent lors d'un tournoi pour former des équipes en fonction de qui ils veulent représenter. C'est ainsi que lors d'un tournoi, on nous décrit une équipe composée des chevaliers d'Anjou, du Maine, du Poitou et de Bretagne, contre les Français, les Normands et les Anglais. En termes de nombre de combattants, si dans la BD les tournois semblent d'ampleur assez modeste, avec quelques dizaines de chevaliers dans la lice, certains tournois à l'époque pouvaient regrouper plusieurs centaines de chevaliers. Je vous raconte pas la taille de la liste qu'il fallait pour organiser tout ça. Ça va être un joyeux bordel. Bon après c'est normal que dans la BD Tête de Chien, les premiers tournois soient très modestes, parce qu'en fait les scénaristes ont souhaité que la BD ait une construction comme les shonen. C'est-à-dire avec une montée en puissance crescendo des combats, des personnages et des événements. Donc on va certainement se retrouver à un moment donné à avoir un tournoi avec plusieurs centaines de chevaliers et nos héros au milieu de tout ça. Et ça risque d'être assez épique. Bon, en tout cas, que ce soit à plusieurs centaines ou plusieurs dizaines de chevaliers, on va voir un petit peu comment c'était organisé concrètement. De ce qu'on lit dans la littérature médiévale, notamment par les écrits de Chrétien de Troyes sur la geste arthurienne, les rencontres s'entament d'abord par des combats singuliers, ou en tout cas en petit nombre, entre champions. Oui, comme les Sambelles, tout à fait. On y décrit souvent des pseudo-formes de joutes, et ce n'est qu'à la fin du duel, lorsqu'un chevalier se trouve désarçonné, que commence la mêlée générale. Mais bon, on peut pas vraiment prendre ça pour acquis par rapport à ce que je vous ai dit en début de vidéo sur la littérature médiévale. Parce que si Chrétien de Troyes insiste beaucoup sur des combats singuliers dans ses histoires, c'est notamment pour mettre en valeur les héros. En revanche, dans les sources plus historiques, on nous dit que les tournois commencent par des jostes de plédéis ou commensailles. Oui, mon vieux français n'est pas au point, je vous l'accorde. En gros, ce sont des chevaliers qui font l'ouverture de l'événement, soit sous forme de proto-joute à la lance, soit sous forme de mêlée à cheval, comme ça a pu être le cas pour Guillaume le Maréchal. Pour ce qui est du vrai tournoi, les équipes, si elles étaient composées de plusieurs centaines de chevaliers, se divisaient en escadrons dirigés par des bannerets. Dans le cas du tournoi de Lagny-sur-Marne, la victoire fut accordée à l'équipe qui avait le mieux réussi à maintenir ses escadrons en rang. Donc au-delà de la notion d'éliminer les adversaires, il y a aussi surtout la notion de garder une formation cohérente, ce qui paraît assez logique dans un tournoi à plusieurs centaines de chevaliers. Ce n'est pas une notion qu'on retrouve dans la BD Tête de Chien, mais encore une fois c'est normal parce qu'il n'y a que quelques dizaines de chevaliers sur la lice. On décrit les mêlées des tournois comme un énorme bordel qui était difficilement distinguable d'une vraie bataille. À ceci près, l'interdiction de tuer volontairement ses adversaires. Je dis volontairement parce que bon, on connaît les dangers d'une chute à cheval,
notamment après s'être pris un coup d'épée sur la quiche, voilà. D'autant qu'a priori, les chevaliers n'y allaient pas de main morte, car on fait état de lances et d'épées brisées jonchant le sol du tournoi de Gournay, à tel point qu'il était impossible pour les combattants de charger à cheval. Mais en tout cas, l'objectif des chevaliers, à l'instar de la BD Tête de Chien, c'était de capturer ses adversaires. Sauf que pour capturer un adversaire, on n'était pas obligé de le faire forcément choir de son destrier comme dans la BD. On décrit par exemple comment Guillaume le Maréchal a pu capturer 15 chevaliers au tournoi d'année en chopant les rênes de leurs propres chevaux et en les emmenant hors du terrain. Donc, il y avait a priori plusieurs stratégies possibles. Mais d'ailleurs certainement que les règles n'étaient pas universelles à chaque tournoi et ça devait changer d'une région à l'autre. Ça c'est une tradition qu'on a réussi à bien garder dans les AMHE d'ailleurs. Mais encore une fois, on n'est pas si mal par rapport à la BD, qui monte d'autant plus en arrière-plan que le combat est assez chaotique. Quoi qu'il en soit, si la BD, à l'instar de la littérature médiévale, met en avant les capacités martiales de ses héros, c'était bien les équipes les mieux organisées qui offraient la meilleure efficacité et donc la victoire à ces chevaliers. Lors de ces événements, c'était la valeur du choc d'une charge bien organisée et de l'ordre qui était bien plus important que les exploits individuels. Pour en finir sur l'organisation en lui-même, on voit à la fin du premier tournoi de la BD que le chevalier Noirci, l'un des principaux antagonistes du premier tome, se voit récompensé d'une coupe en or pour avoir été le meilleur chevalier du tournoi sur les 4 jours d'organisation. Il est justement très courant dans les histoires de la geste arthurienne que les héros se voient récompensés pour leur bravoure et leur talent au combat. Et même dans les sources plus historiques, il est fait mention de récompenses données aux chevaliers. C'est le cas, encore une fois, de Guillaume le Maréchal, qui se voyait attribuer des prix à pratiquement tous les tournois où il participait. Oui, parce que le mec était sacrément balèze, vous l'aurez compris, j'en ferai certainement une vidéo un de ces 4. Pour l'anecdote, lors du tournoi de Pleurs, 2 chevaliers et un écuyer devaient apporter la récompense à Guillaume le Maréchal. Ils le cherchèrent partout, en vain, mais finirent par le trouver dans la forge. Il avait la tête posée sur une enclume et le forgeron tentait de lui enlever son casque, qui était tellement cabossé par le tournoi que la tête était coincée dedans. C'est comme ça te donne une bonne idée de l'intensité que mettaient les chevaliers dans leur coup. Je ne connais pas la part de vrai dans cette histoire, mais rien que de l'imaginer, c'est quand même très drôle. Et cela fait d'ailleurs une bonne transition avec le deuxième sujet de notre vidéo, les motivations d'un chevalier pour participer à ce genre de tournoi. Si dans la BD, les motivations des chevaliers sont assez diverses, argent, gloire, recherche d'un beau combat, qu'en est-il des sources que nous avons? Dans les romans, c'est surtout la recherche de gloire qui est mise en avant pour rendre les personnages nobles et héroïques. Mais les récits historiques font état d'une importance aussi pour les gains matériels qu'offrent les tournois. Quoi qu'il en soit, les sources historiques et la littérature médiévale s'accordent sur un point. Le chevalier parfait entre en lice pour la gloire, comme c'est le cas pour notre cher Jocelyn dans Tête de Chien. Il y a d'ailleurs un diatribe de cette époque. Oui, une diatribe, c'est une critique, mais genre vraiment salée. Voilà. C'est pas cool pour les tournois, du coup, vu que c'est une diatribe par rapport au tournoi. Enfin bref, une diatribe faite par le prêcheur Jacques de Vitry à l'encontre des tournois confirme cet attrait des chevaliers pour la gloire, en disant justement que c'était une motivation complètement futile et qui n'était pas du tout honorante pour les chevaliers. Parce que oui, a priori, ce monsieur n'aimait vraiment pas les tournois. Dans la geste arthurienne, on met vraiment en avant la gloire de la victoire. Et on peut lire que le chevalier Cligé, qui pourtant avait lourdement investi pour un tournoi à Oxford, fut impossible à retrouver par ses adversaires qui lui devaient une rançon. Ou encore Lancelot qui donna les chevaux qu'il avait gagnés à qui il voulait bien. Et bien que ce soit des exemples fictifs, cela devait certainement être le cas pour des chevaliers de haut rang qui n'avaient pas forcément de problèmes pécuniers, rapport à la thune. Mais pour de plus humbles chevaliers, c'était une autre histoire. Au tournoi de Lagny par exemple, toujours mentionné dans l'histoire de Guillaume le Maréchal, les jeunes chevaliers recevaient de leur banneret 20 sous par jour de tournoi. Alors après, je me rends pas compte si c'est beaucoup, pour le coup, je laisse les experts dire ça en commentaire. On sait aussi que le comte Baudouin remboursait parfois ses chevaliers, plutôt que de leur faire engager des frais pour les tournois. Mais comme je vous le dis souvent, les chevaliers étaient tous très très loin d'être blindés de mailles. Littéralement d'ailleurs. Par rapport à la maille. Ramure. Et on sait que Guillaume le Maréchal était un chevalier assez modeste, et on le décrit comme usant des meilleures stratégies pour capturer le plus de chevaliers possible lors des tournois. Vous vous rappelez de son exploit où il a réussi à en capturer 15 par exemple. Mais il attendait parfois en bord de lice que ses adversaires s'épuisent dans la mêlée, puis après il partait à la pêche aux chevaliers crevés, voilà, c'était de la rançon facile. Et clairement, là on était sur de la motivation matérielle, parce que bon, c'est pas non plus ultra glorieux d'attendre que son adversaire soit complètement mort pour aller le capturer. Et cette motivation monétaire, elle a été accentuée lorsqu'il ne tournoyait pas avec ses maîtres, et du coup qu'il devait subvenir à ses besoins pour participer au tournoi tout seul.
On a aussi l'exemple de Guillaume de Dole, et oui, bon, ils s'appellent tous Guillaume, je suis désolé, c'est un petit peu les Juliens de l'époque. Celui-ci devait racheter un équipement neuf pour le tournoi de Saint-Tron, qu'il se procura en faisant un crédit. Rajoutez à cela le gîte et le couvert le temps du tournoi, et bah le bougre, il était sacrément endetté à la fin. Mais il captura lui aussi 15 chevaliers lors du tournoi, ce qui lui permet de largement rembourser ses dettes. GG à lui. Mais bon, tous n'avaient pas les capacités de réussir à faire des exploits comme ça lors des tournois. Pour revenir sur la diatribe de Jackie, on y trouve également une critique sur l'avidité des chevaliers, car le prêcheur pointe du doigt l'objectif de faire des prisonniers afin de gagner une rançon, voire même de dépouiller le chevalier de son cheval et ses armes. Donc si cela est pointé du doigt par un critique des tournois, c'est certainement que ça devait être un petit peu le cas. En tout cas, nos deux héros, Jocelyn et Jeanne, représentent très bien cette classe de chevaliers qui ont pas voilà, des gros moyens de fou quoi. Et qui, bien que cherchant la gloire, sont avant tout motivés par les gains pour pouvoir survivre. Et d'ailleurs, Jocelyn aura un petit peu de mal à l'admettre. Bon par contre, les gains et les rançons, ce n'était pas que de l'argent. Bon, je pense que vous l'avez compris parce que je l'ai évoqué plusieurs fois, mais je préfère le préciser. Cela pouvait être de l'équipement, de la nourriture, des boissons, des chevaux, ou encore des selles, comme c'est justement le cas au début de la BD Tête de Chien. Des selles à cheval, hein, pas des... Enfin voilà, vous avez compris. Donc, bien que les chevaliers devaient faire preuve d'honneur et de gloire lors des tournois, car c'était l'un des rôles qui incombait à cette caste, les différents auteurs de l'époque confirment également l'importance des nécessités économiques, et que les tournois, c'était de la bagarre, mais une affaire de butin avant tout. Une dernière motivation, et non des moindres, c'était l'entraînement. Comme je vous l'ai dit, les chevaliers se battaient beaucoup en formation, surtout quand ils étaient nombreux. Et c'était une bonne manière aux seigneurs d'exercer leurs chevaliers aux vraies batailles. Charles le Bon, comte de Flandre au XIIe siècle, emmenait ses chevaliers en tournoi, parfois même à l'étranger, pour, et je cite la source, l'honneur de son pays et l'entraînement de ses chevaliers. Le fait de s'entraîner en tournoi fut si efficace que Guillaume de Newbourg, un historien anglais du XIIe siècle, racontait que les chevaliers français, très habitués à se foutre sur la gueule lors des tournois, étaient si supérieurs aux chevaliers anglais lors des batailles que Richard Cœur de Lion fit introduire les tournois en Angleterre pour contrebalancer ça. Et a priori, cela a eu du bon parce que Richard a battu plusieurs fois les armées de Philippe Auguste. Et les Anglais n'hésitaient pas à charger 40 chevaliers français seulement à 30, un truc qui n'était pas du tout envisageable avant. En résumé, la gloire, l'appât du gain et l'entraînement, voilà le trio motivationnel des chevaliers pour participer au tournoi. Et voilà, vous en savez maintenant un petit peu plus sur l'organisation des tournois de chevaliers au XIIe siècle. Et honnêtement, la BD Tête de Chien ne s'éloigne que très peu de la réalité historique, tout du moins de ce que l'on sait aujourd'hui. Même si a priori, il y avait certaines choses qui étaient plus compliquées dans la réalité historique, comme par exemple le phénomène de capture où il ne fallait pas juste désarçonner son adversaire. Mais après, on n'est clairement pas à l'abri que ce soit bien plus approfondi dans les tomes futurs. Bon, par contre, je me suis pas amusé à faire une analyse matérielle de la BD, parce que bah, déjà c'est pas le sujet de la vidéo, et en plus c'est plutôt le boulot de notre cher ami Histoire Appliquée, donc voilà, si jamais la BD lui tombe sous les yeux, il pourra toujours faire un épisode de la réserve. Et pour ce qui est de l'analyse martiale, bon c'est bien trop complexe de faire ça pour une BD, et je pense que je n'aurai pas grand chose de pertinent à dire dessus. Je vais profiter de cette conclusion pour parler un petit peu de la place des femmes lors des tournois, parce que bon, le personnage principal c'est une femme, donc c'est bien qu'on l'évoque un petit peu. Et en fait, à l'époque où se passe la BD, eh ben elles étaient pas présentes lors des tournois. Et même en tant que spectatrice. En tout cas, c'est ce que laissent supposer les différents témoignages d'époque, tellement elles sont extrêmement peu évoquées. A priori, leur présence se fit de plus en plus progressive à partir du XIIIe siècle, et deviendra courant à sa fin. Pour ce qui est des femmes combattantes lors des tournois, on n'a aucune mention en dehors de romans fictifs. Mais il n'est pas exclu, à l'instar de notre guerrière Jeanne, que ce put être le cas dans le plus grand des secrets. Je remercie infiniment les éditions d'Argo de m'avoir fait confiance pour parler de leur BD Tête de Chien. J'ai personnellement beaucoup apprécié le lire, j'aime vraiment ce style de dessin, et j'espère que les autres tomes arriveront très vite parce que moi je me suis plutôt attaché au personnage. Et je pense que la BD a plein de thématiques cool à aborder dans le futur. En tout cas, si vous voulez vous procurer le premier tome de Tête de Chien, le lien est dans la description. Et je remercie également le copain Nat de la chaîne YouTube Nat Explorateur de l'Histoire, qui m'a beaucoup aidé dans la recherche de sources et ce qui m'a donc permis de faire cette vidéo. Le lien de sa chaîne YouTube est également dans la description. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à laisser un commentaire et surtout la partager sur les différents réseaux sociaux, vous imaginez pas le soutien que ça apporte à la chaîne et on en a vraiment besoin en ce moment. En tout cas, je vous laisse et en attendant la prochaine vidéo, gardez l'esprit affûté.